Un poisson d'avril qui reflète la désillusion en santé. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ce dernier web-journal de la Pige en direct pour la session d'hiver 2025. À l'occasion du 1er avril, la coalition Solidarité Santé dénonce les fausses promesses de la CAQ sous forme de poisson d'avril. La CSS a manifesté contre la réforme du B en santé ce matin. Alice Méthode, vous étiez à la manifestation devant le bureau de Yannick Gagnon. Quelles actions ont été posées? La dizaine de manifestants présents ont tapissé le mur du bureau du député de la CAQ de Jonquière, Yannick Gagnon, avec des affiches. Sur celles-ci, il y avait des messages de promesses non tenues pour faire référence au poisson d'avril. On peut écouter une représentante de la CSN sur les mensonges du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé. Lui, il avait dit des médecins pour tout le monde. Je pense que ce n'est pas le cas. L'engorgement des urgences, poisson d'avril, c'est zéro. Ça n'est pas concluant. Puis on a des belles solutions. Il y a les CLSC qui sont des fleurons pour nous. Puis on a des solutions, on ne fait pas juste chialer. Et quelle est l'autre solution proposée par les syndicats? La solution, c'est de mieux encadrer la pratique de la médecine privée. Pour plusieurs représentants syndicaux, le privé est une perte d'argent pour les contribuables. L'Alliance du personnel, des professionnels et techniques de la santé et des services sociaux alerte la population sur l'urgence pour protéger le système de santé publique. C'est un leurre parce que le privé, c'est plus cher. Ils sont là pour faire du profit. Il faut qu'il y ait du profit. Fait que le 15 % qu'ils font, bien, si c'était en santé et dans le public, bien, ça serait réinvesti auprès de la population pour pouvoir donner un meilleur accès. Puis ça, bien, c'est toute la population qui paye, en fait. C'est avec nos impôts que c'est payé, ces fonds-là. On n'a pas un accès universel réel actuellement, là. Le directeur du bureau du député de Jonquière, Pierre-Luc Desbiens, a invité les représentants syndicaux dans son bureau pour en savoir plus sur leurs revendications, mais les syndicats revendiquent quand même un manque d'écoute du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé. Merci, Alice. Il manque seulement 100 signatures pour officialiser la candidature de Carl Blackburn à la course à la chefferie du Parti libéral du Québec. 650 signatures ont été récoltées dans les dernières 24 heures. Cédric Bérubé, s'il est élu à la tête du Parti libéral, M. Blackburn veut mettre l'accent sur l'économie. Oui, en effet, dans ce contexte de guerre entre les États-Unis et le Canada, M. Blackburn veut mettre de l'avant l'économie québécoise et canadienne. Pour ce faire, le candidat qui va se présenter dans la circonscription de Roberval au Lac-Saint-Jean compte décliner son plan économique en 3 mesures. De 1, la souveraineté énergétique du Canada. De 2, la souveraineté alimentaire et finalement la souveraineté territoriale, secteur dans lequel il veut que le gouvernement du Canada investisse plus de fonds pour protéger notre défense alors que le président américain affirme justement vouloir pas trop respecter les frontières canadiennes. Et alors que le gouvernement Legault vient de déposer un budget qui est déficitaire de 13 milliards de dollars, Carl Blackburn affirme que le Saguenay, le Québec a besoin d'un gouvernement libéral. Ensuite, ma priorité va tourner beaucoup autour de l'économie. Pourquoi? Parce que sans économie forte, on ne peut pas avoir les services et le filet social que nous avons. Alors pour moi, la priorité va bien sûr être l'économie. Et Cédric, l'homme d'affaires, doit aller chercher le vote des jeunes libéraux s'il souhaite être élu chef. Absolument. Depuis les années 70, dans le Parti libéral du Québec, les jeunes occupent une place prépondérante dans les assemblées populaires parce que ceux-ci occupent 33 % sur un plan proportionnel du vote quand vient le temps d'élire leur prochain chef. Il faut savoir que Charles Milliard, qui est un autre candidat à la course à la chefferie du PLQ, cultive depuis plusieurs mois déjà ce soutien de la jeunesse libérale. Par contre, Carl Blackburn affirme ne pas être trop stressé par rapport à son adversaire. Il se dit même confiant. Je ne veux pas faire de conflit de génération. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de mobiliser toutes les générations derrière moi. Chaque génération de Québécois et de Québécoises ont un rôle à jouer dans le défi dans lequel on est. Quand on prend le contexte de guerre commerciale où on se situe actuellement, je pense qu'on a besoin de mobiliser tout le monde derrière nous pour justement être capable de faire face à cela. Et rappelons que les membres du parti éliront leur chef le 15 juin prochain. Merci, Cédric. Merci.
Les syndicats d'enseignement ont demandé au ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, d'enlever certains articles du projet de loi 94, un projet qui porte sur la laïcité. Selon eux, quelques articles n'ont aucun lien avec la religion. Toutefois, Bernard Drinville a refusé cette demande. Kim Martin, le président du syndicat de l'enseignement du Saguenay, souligne que les articles concernés vont affecter l'autonomie des professeurs. Oui, et on parle plus précisément d'articles qui demandent que des comités de réussite scolaire soient créés dans les centres de services scolaires. On va aussi parler d'un article qui parle qu'une évaluation annuelle sur les compétences des enseignants soit faite par les commissions, les centres de services scolaires et également que les enseignants soumettent un plan annuel de cours qui suit les bonnes pratiques définies par le ministère de l'Éducation. Le président du syndicat de l'enseignement du Saguenay, M. Jean-François Boivin, déplore qu'on donne plus de pouvoir aux directions et moins de pouvoir aux enseignants. M. Boivin met également de l'avant que les directions sont déjà trop débordées. Donc, pourquoi est-ce qu'on leur ajouterait plus de tâches? Lorsqu'on parle avec les enseignants, ils se plaignent beaucoup des directions d'école. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas présents dans les milieux. Soit on va faire une évaluation bâclée parce que les directions n'auront pas le temps de le faire, donc ça ne sert absolument à rien. Ou dans certains milieux, on va permettre à des directions, puis il y en a, là, d'avoir de l'abus de pouvoir. Et Kim, Jean-François Boivin croit que la CAQ utilise les lois sur la laïcité pour distraire la population. Oui, et il croit que les articles qui ne sont pas en lien avec la laïcité sont là pour régler des problèmes et qui ont fait fureur dans les établissements scolaires dans le passé. Ce qu'on se rend compte avec le gouvernement de la CAQ, c'est qu'on va souvent se servir de la laïcité pour changer le point d'attention de la population, pour essayer d'aller chercher du crédit par rapport à un dossier qui est polarisant. Jean-François Boivin croit qu'on devrait plus se concentrer sur aider les nouveaux professeurs, les professeurs qui ont plus de difficultés, que de s'attaquer à l'autonomie de l'ensemble des professeurs. Merci, Kim. Et notre journaliste Virginie fait le point sur la taxe carbone. Le Québec est dorénavant la province du Canada qui paye son gaz le plus cher. Plus tard dans l'émission, on vous parle de l'abolition de la taxe carbone. La Ville de Saguenay fera une demande de subvention aujourd'hui au gouvernement fédéral via le programme des énergies renouvelables intelligentes et de trajectoire d'électrification. L'objectif étant d'équiper Hydro-Jonquière de compteurs intelligents. Léo Hudon, à quoi serviraient ces appareils? Eh bien, Hydro-Jonquière utiliserait ces compteurs pour déterminer des informations auxquelles ils n'ont pas accès actuellement. C'est important de noter qu'ils ont des compteurs, mais ils sont assez vieux. Ils peuvent déterminer des informations telles que la quantité d'électricité utilisée par les usagers et ils ne peuvent pas déterminer cependant des informations telles que le moment où on utilise l'électricité. Et c'est là que les compteurs intelligents entrent en jeu. On pourrait déterminer l'heure de pointe de l'utilisation de l'électricité et on pourrait aussi économiser en électricité et en argent. Actuellement, Hydro-Québec utilise ces technologies. Et le porte-parole de la Ville de Saguenay, Dominique Arsenault, a expliqué que Hydro-Jonquière serait très avantagé à utiliser ce genre de technologie. Au final, tout le monde en serait gagnant parce que si sur les 22 000 clients, bien, il y en a une bonne partie qui font des choses très énergivores comme le lavage, le séchage par exemple, ou même faire à manger, ou de plus en plus recharger des véhicules électriques à l'extérieur des périodes de pointe, bien, tout le monde va être gagnant parce qu'il va y avoir plus d'énergie disponible. Puis pour les gens qui le feraient chez eux, bien, il y aurait la facturation dynamique qui leur donnerait un avantage aussi. Et Léo, la subvention couvrirait une grande partie des coûts, mais a-t-on une idée du prix de cette technologie? Eh bien, tout ce qu'on sait, c'est que les chiffres montreraient jusque dans les 7 à 8 chiffres. Et la Ville de Saguenay n'a pas dévoilé le montant exact, étant donné que ce sont des estimations. J'ai discuté au téléphone avec le directeur d'Hydro-Jonquière et il a expliqué qu'il voulait rassurer les usagers. Les tarifs n'augmenteront pas, même si la qualité des services pourrait s'améliorer. Et justement, le porte-parole de la Ville de Saguenay a expliqué que la Ville de Saguenay pourrait débourser certains frais concernant l'installation de ces nouveaux compteurs et des logiciels qui serviraient à lire ces nouvelles données. Mais il soutient cependant que la Ville de Saguenay est très avantagée d'avoir Hydro-Jonquière comme entreprise.
Hydro-Jonquière produit 5 MW d'électricité par année par lui-même, mais pour le reste, distribue de l'énergie qui vient du réseau d'Hydro-Québec à ses abonnés, qui est limité à un territoire de Jonquière. Donc, c'est parce que c'est une chance, en fait, d'avoir ça, parce que c'est quand même très intéressant pour la Ville d'avoir un organisme comme Hydro-Jonquière pour nous au sein de l'organisation, notamment au niveau financier. Merci, Léo. Merci, Emmanuel. C'est aujourd'hui qu'entre en vigueur le décret signé par le chef libéral Mark Carney abolissant la taxe sur le carbone. Virginie, la fin de cette mesure signifie une baisse de prix de l'essence partout au Canada, sauf au Québec. Oui, exactement. Donc, le Québec, c'est la seule province canadienne qui n'a pas abandonné son système de tarification du carbone. Donc, à partir d'aujourd'hui, au Québec, c'est 25 cents de plus pour un litre d'essence, qui correspond à environ 12,50 $ de plus pour un plein de 50 litres. La taxe carbone, en fait, c'est une mesure libérale qui avait été mise en place par le gouvernement Trudeau en 2023, qui s'appliquait à toutes les provinces, sauf le Québec et la Colombie-Britannique, parce que c'est deux provinces qui avaient déjà leur propre système de tarification de pollution. Donc, dans le dernier mois, ça a vraiment divisé le caucus libéral et son abolition était également une cible pour les conservateurs depuis l'arrivée de Pierre Poilievre à la chefferie. Et Virginie, à quoi servent les fonds de la tarification de la pollution québécoise? Bien, les redevances qui sont récoltées sont ensuite versées au fonds de l'électrification et des changements climatiques, autrefois appelés les fonds verts, qui servent à donner des subventions pour l'achat de véhicules électriques pour les particuliers, pour les villes ainsi que pour les services de transport en commun. Donc, la différence de prix entre l'essence au Canada et au Québec a suscité beaucoup de réactions. On est d'ailleurs allé poser des questions à certains automobilistes de Jonquière. Ben, ça me dérange pas mal parce qu'on passe notre temps à payer déjà cher. Puis là, M. Legault, à un moment donné, il faudrait qu'il mettrait ses culottes et qu'il fasse comme au Canada puis qu'il nous donne ce que c'est qu'on a le droit d'avoir. Si le Canada la baisse, pourquoi pas nous autres aussi? Ben moi, t'as dit honnêtement, je trouve ça n'a pas d'allure parce que c'est le Québec qui mange toute la go à cause que c'est nous autres qui avons toutes les taxes. Puis à l'extérieur, on est comme retiré de notre pays. Bien, je pense que la taxe carbone a encore sa place parce que la planète, c'est important puis on y fait pas beaucoup attention. Bien, je me demande bien pourquoi on ne serait pas capable de le faire aussi, nous, dans le fond. Si les autres sont capables, on devrait l'être aussi, nous autres. Pour le moment, aucun signe du provincial pour voir si François Legault va emboîter le pas au fédéral en abolissant la taxe carbone québécoise. Merci Virginie. L'entrepreneuriat féminin gagne doucement du terrain. Selon l'enquête canadienne sur la situation des entreprises, le nombre de sociétés majoritairement détenues par des femmes a augmenté de 1,9 point de pourcentage entre 2024 et 2025. Olivia Kerr, l'entrepreneuriat féminin est-il également encouragé dans la région? Absolument, Emmanuel. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean ne fait pas exception puisque l'entrepreneuriat féminin est en pleine expansion, notamment dans le domaine de la communication ou encore de la vente en détail. Cependant, Jessica Tremblay, présidente de l'Association des femmes en affaires du Lac-Saint-Jean-Est, m'a expliqué que l'implantation des femmes était un peu plus timide dans le secteur de la construction et du bâtiment. Pourtant, certaines entrepreneuses relèvent ce défi et entreprennent en fait dans les industries dites plus masculines. C'est le cas à Alma de Émilie Saint-Laurent, qui est la co-directrice de Sport DRC, qui est en fait un concessionnaire de véhicules récréatifs. Et depuis qu'elle est à la tête de l'entreprise, soit en 2016, elle a remarqué une nette augmentation des femmes qui entreprenaient dans ce milieu. Et elle a été récompensée puisque pour une nouvelle année consécutive, elle a décroché le palmarès des entreprises au féminin, une réussite pour la jeune femme. C'est un beau palmarès là, qui existe, qui permet de mettre en valeur des entreprises qu'on ne pense pas nécessairement regarder qui est à la tête de ça. Donc, pour moi, j'en suis très fière d'être sélectionnée année après année. Je pense que c'est la 5e ou 6e fois. Et puis, c'est aussi pour dire aux autres filles, let's go, vous aussi, vous le pouvez. Si moi, je peux, il n'y a personne qui a de limite. Et Olivia, être une femme à la tête d'une entreprise peut parfois être compliqué. Malheureusement, oui, il existe toujours un plafond de verre et certains stéréotypes qui persistent, notamment si les femmes réussissent, c'est parce qu'elles n'ont pas d'enfants ou elles sont aussi toujours perçues comme incompétentes dans certains domaines. Et c'est pour cela que certaines associations existent, comme celle pour les femmes en affaires au Lac-Saint-Jean-Est, qui présentement aide 81
une entrepreneuse et donc elles permettent de promouvoir le développement et les initiatives des femmes en affaires dans le milieu régional pour accroître leur visibilité, mais également créer des relations en affaires. Souvent, les femmes d'affaires se sentent seules. Il y a plusieurs femmes dans la même situation qu'elles. Ils se font des amis aussi qui n'ont pas dans le contact d'entreprise. Ça, je trouve que c'est vraiment un beau plus à l'association de briser l'isolement. Une belle dynamique donc qui, espérons-le, encouragera celles qui hésitent à franchir le pas à se lancer dans le domaine. Merci beaucoup, Olivia. Après la pause, on s'entretient avec le papa d'un adolescent autiste. Aujourd'hui marque le début du mois de l'autisme. André Deschênes accompagne son fils François-Xavier qui vit avec le trouble du spectre de l'autisme. André Deschênes, bonjour. Bonjour. Donc, votre fils a 17 ans et va à l'école. Il est confronté à quel défi? Bien, c'est un défi de tous les jours, l'autisme. Hein? On dit toujours qu'on apprend de l'autisme au quotidien. Alors, c'est le défi de communiquer parce que mon fils, d'abord, c'est un défi de communiquer parce que mon fils est considéré comme non-verbal. Donc, et non-verbal dans le monde de l'autisme, ça veut dire bon, que François-Xavier n'est pas capable de formuler des phrases complètes, mais par contre communique avec d'autres façons, avec des mots coupés. Alors, un des défis, oui, pour répondre à ta question, c'est ça, ce serait de communiquer le plus possible ses intentions, quoique au niveau des émotions, c'est un peu plus compliqué parce qu'au niveau de ses désirs, ses besoins, oui, pas de problème, j'ai faim, je ne veux pas aller là, je ne veux pas aller chez grand-maman, je veux rester à la maison. Et dans ce cas-là, il dit restez à la maison, maman va venir me chercher. Mais au niveau des émotions, c'est plus compliqué. Alors là aussi, c'est un défi de lui faire communiquer ses émotions. Parce que la colère, pour lui, par exemple, il la manifeste des fois avec un petit coup de poing sur la table, pas fort, mais quand même avec des gestes. Alors ça aussi, ça demeure un défi. Oui. Puis vous, en tant que parent, comment vous le vivez? Je te dirais que comme l'autisme est un apprentissage au quotidien, comme je te le mentionnais. Comment je le vis? Je le vivais plus difficilement au début, parce que c'était vraiment un monde différent. J'ai 2 filles d'une précédente union. J'ai François-Xavier qui est mon 3e enfant et c'est complètement différent. Dans le sens que, autant en tant que parent, on apprend au quotidien, avec l'autisme, c'est aussi vrai. Je le prenais de façon un peu plus rebelle, je te dirais, il y a plusieurs années, alors qu'il était plus jeune, parce que je me rendais compte qu'il y a certaines choses qu'il fallait faire différemment. Mais maintenant, plus les années passent, bien, on se dit en vieillissant, je ne sais pas si c'est un signe de sagesse, mais on se dit, bien, coudonc, on fait du mieux qu'on peut. On fait déjà du mieux, au mieux de nos connaissances quand on est parent. Ouais. Bien, déjà là, en ayant un enfant différent, parce que c'est comme ça qu'on le dit, un enfant différent, et non pas handicapé, mais un enfant différent, bien, on fait du mieux qu'on peut. Alors, on le prend de façon assez sereine, mais surtout, on le prend au jour le jour. Parce qu'il y a une des choses que j'ai apprises, si tu permets, c'est qu'il ne faut pas se projeter trop loin dans le futur. Okay. À chaque jour suffit sa peine. C'est comme ça que je te répondrai à ta question. Puis, quelles ressources sont disponibles pour votre fils et vous? D'abord, dans la région, il y a ce qu'on appelle la Société générale de l'autisme, régionale de l'autisme. Il y a aussi la Fondation Jean Allard qui fait énormément pour la clientèle autiste, que ce soit une clientèle enfant ou une clientèle adulte, par le biais d'activités, par le biais surtout de camps de jour. Je vais te dire qu'on bénéficie des services de la Fondation Jean Allard parce qu'à chaque été, François-Xavier va au camp de jour. D'ailleurs, il en parle... je ne sais pas combien de mois à l'avance. Il a tellement hâte d'y aller à chaque été. Puis là, ben, tu sais, les besoins sont grandissants dans la région. Fait que les places sont limitées. Fait qu'on a tous, nous, les parents, des périodes où est-ce qu'on peut l'inscrire. Mais si on pouvait l'envoyer pendant tout l'été, on serait content parce qu'il évolue avec d'autres jeunes et tout ça. Mais les périodes sont plus limitées. Donc, le camp de jour, des tarifs spéciaux et des activités spéciales. Et la Fondation Jean Allard est vraiment d'une précieuse aide, là. On parle aussi du CRDI, le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle. Oui.
Même si l'autisme n'est pas une déficience intellectuelle, ce sont ces gens-là du CRDI qui s'occupent de nous et les parents et les enfants. Fait que ce sont pas mal de ressources principales qu'on a à notre disposition. Bien, merci beaucoup de nous avoir partagé tout ça, puis merci de vous être déplacé ici sur notre plateau. Ça fait extrêmement plaisir. La 41e édition du Salon Expo Nature se déroulera du 3 au 6 avril prochain à l'UQAC. Aujourd'hui, c'est le sprint final des préparatifs. Plusieurs exposants sont présents depuis ce matin pour mettre en place leur kiosque. Dalia Chevalier, vous étiez sur place. Comment se passent les préparations? Eh bien, tout se passe très bien. Il faut savoir que c'est vraiment une grosse préparation. Il y a un horaire précis à respecter pour les entreprises qui participent à ce salon. Aujourd'hui, ce sont les entreprises avec des gros produits et de la machinerie lourde qui sont invitées à venir installer leur kiosque. Demain, ce sera toutes les autres entreprises de plein air qui vont venir installer leur kiosque pour être prêtes à l'ouverture du salon jeudi soir. Sur les 140 exposants, ce sont 66% d'entre eux qui proviennent de la région. Actuellement, c'est vraiment la dernière ligne droite en ce qui concerne la préparation. Mais c'est un long travail, autant pour les organisateurs de l'événement que pour les entreprises. On peut écouter Martin Tremblay et Myriam Pelletier à ce sujet. Il faut savoir que les préparations durent 12 mois. Donc, dès qu'on termine l'édition d'un salon, on se met tout de suite à l'autre édition. Donc là, actuellement, c'est vraiment devoir prendre ça forme. Là, ça commence un petit peu. C'est dans les premiers balbutiements de l'installation terrain. Donc, on est très, très fébrile. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'on met déjà des choses en boîte pour apporter à notre salon. On est arrivé ce matin et le salon commence jeudi soir. Puis, Talia, quels sont les objectifs de l'Expo Nature? Le but premier du salon est d'offrir une vitrine aux entreprises afin qu'elles puissent promouvoir leurs produits. Mais l'événement permet aussi aux exposants et aux visiteurs de partager, de se rassembler et d'échanger ensemble. Cette année, un des autres objectifs est de rendre intéressant le salon autant pour les adultes que pour les enfants. Le public cible a donc changé. Le tout pour toucher le plus de monde possible, car au début, c'était essentiellement des hommes de 40 ans qui venaient au salon, selon Martin Tremblay. Et pour lui, c'est vraiment important d'accueillir tout le monde. On peut l'écouter. Et on veut que les enfants veulent rester plus longtemps. Si les enfants veulent rester plus longtemps, les parents restent plus longtemps. Mes exposants font des meilleures ventes. C'est un peu ça qui est notre objectif. Le promoteur espère dépasser le record de visiteurs de l'an dernier et souhaite aussi que les nouveaux exposants s'amusent et reviennent l'année prochaine. Merci, Talia. Plaisir. La saison régulière de la Ligue de hockey junior maritime Québec s'est achevée. Cap maintenant sur les séries printanières pour les Saguenayens de Chicoutimi. Louis, 4 jours après le coup d'envoi de cette phase éliminatoire, comment se portent les Saguenayens? Mais en fait, ce dont on est sûr pour l'instant, c'est qu'ils sont bien au rendez-vous. Dans ce huitième de finale face aux Titans d'Acadie Bathurst, les hommes de Yannick Jean, ils ont remporté leurs 2 premiers matchs. Après donc des succès acquis à domicile, les Saguenayens ils vont pouvoir se concentrer et jouer les 3 prochains matchs à Bathurst au Nouveau-Brunswick à partir de ce soir et jusqu'à vendredi. Un déplacement qui ne les effraie pas si on en croit Christophe Berthelot, l'ailier gauche des Sags, qui est vraiment l'homme en forme du moment puisqu'il a déjà scoré 2 points depuis le début des séries, celui qui consomme déjà le Chevalier Blanc. Je te dirais que pendant toute la saison, on est comme, on a des voyages souvent dans les maritimes. Des fois, c'est quand on va à Val-d'Or, Rouen. Fait qu'on est quand même habitué de vivre dans des endroits qui sont pas chez nous, souvent. Fait qu'on est bien encadré par l'équipe et tout ça. Fait que souvent, il n'y a pas de problème. Puis, Louis, quel est l'objectif des Saguenayens pour cette année? En fait, rien de moins que faire mieux que les 3 saisons précédentes. Pour rappel, l'équipe de Chicoutimi, elle reste sur 2 éliminations en 8e de finale et 1 en quart sur les 3 dernières années. Les joueurs, ils auront donc à cœur de capitaliser sur leur 4e place acquise lors de la saison régulière. Eux qui sont déjà à mi-chemin d'une qualification pour le tour suivant. À la sortie du dernier match vendredi dernier, l'entraîneur-chef Yannick Jean, il a appelé ses joueurs à rester concentrés sur leur jeu. Et le reste, ça va être ça à tous les matchs, pendant toute la série. Donc, c'est de rester dans le moment, c'est de grinder puis pas jouer le score. À quelques occasions, on a joué le score. Faut pas que tu joues le score. Et donc, reste à savoir si les Saguenayens vont réussir à faire plier Bathurst, une équipe qui est réputée comme étant très difficile à jouer chez elle. Merci, Louis. Plaisir. Antoine, la météo a frappé fort au Québec.
Et oui, les Québécois ont souffert beaucoup avec la météo dernièrement. Le verglas a fait beaucoup de dégâts. Au total, c'est 62 000 clients d'Hydro-Québec qui ont été privés d'électricité. Le Saguenay n'a pas été épargné par les pannes, mais cependant, c'est les Laurentides et la Naudière qui ont le plus subi. Les Ontariens, eux aussi, ne l'ont pas eu facile. 400 000 personnes n'ont pas eu accès à de l'électricité ce dimanche soir. Je vous donne les prévisions météorologiques plus tard dans l'émission. Le spectacle La Belle au bois dormant du ballet Jorgen a fait escale à Chicoutimi hier soir. Ce ballet inspiré d'un jardin de roses joue sur le contraste entre lumière et obscurité. Aurore représentait la beauté endormie par le côté obscur de l'épine de la rose. La directrice de l'Académie nationale, Clee Eveson, mise sur l'inclusion des écoles de danse locales lors des spectacles. And I try to involve as many dance schools as I can. It just reminds people that, you know, dance is a shared event where everybody has to work together to make dance come to life. Un classique revisité qui émerveille partout au pays. Le printemps est arrivé depuis une dizaine de jours déjà et pour le célébrer, une quinzaine d'artisans se sont réunis cette fin de semaine sur le thème de l'équinoxe. Un reportage de Raphaël Savary et Zachary Marchand sur un marché pas comme les autres. Ce samedi 29 mars, ils étaient plus de 150 à se déplacer à Chicoutimi. Et pour cause, ce n'était pas un simple marché aux artisans d'organiser, mais une véritable célébration, voire un anniversaire à fêter. Le marché Équinoxe, c'est pour célébrer le printemps. Je cherchais dans le fond une raison de célébrer. Et les fêtes commerciales comme Noël, Saint-Valentin, Pâques ne me parlaient pas trop. Je trouvais que l'arrivée du printemps, la fin de l'hiver surtout, vraiment était une belle raison de célébrer. Donc c'est pour ça le marché Équinoxe. Puis ça me permet de peut-être recommencer en automne parce qu'il y en a 2 équinoxes. Le moment parfait donc selon Claudia Perron-Ouellette pour réunir 17 artisans venus de toute la région. Fabrication en bois, en verre, sac à main et même peluche tricotée, il y en avait pour tous les goûts. Mais en regardant d'un peu plus près, un thème est bien mis à l'honneur, l'ésotérisme. Bijoux en pierre énergétique, bougies de rituel, encens ou encore talismans, autant d'objets liés à un ensemble de croyances, de pratiques et de savoirs, souvent considérés comme mystérieux et en lien avec la magie. L'ésotérisme touche aussi aux phénomènes astrologiques, comme par exemple l'équinoxe. Une occasion pour ces créateurs de sortir des salons exclusivement dédiés à la spiritualité et de séduire un nouveau public selon Véronique Lemieux. Mais outre ça, c'est que ça me permet de semer des graines de folie, d'ouvrir tranquillement les consciences. Des fois, les gens, ils sont juste un peu curieux, mais après ça, ils continuent leur chemin, puis hop, ils se questionnent un peu plus davantage. Fait que j'aime bien servir, je sais pas si c'est un émissaire, là, mais à ce niveau-là. Quant à la créatrice de l'événement, elle se dit très optimiste pour renouveler l'expérience, avec cette fois plus d'artisans, plus de place et elle l'espère, plus de public. Et pour célébrer le printemps, on dirait que le soleil s'est lui aussi invité à cette première édition du marché Équinoxe. C'était Raphaël Savary, La Pige en direct, Chicoutimi. Antoine Martin à la météo. Antoine, est-ce qu'on peut encore s'attendre à du verglas? Alors non, heureusement, la météo revient à la normale. Il fait présentement -5 à Jonquière avec un refroidissement éolien de -14. Alternance soleil et nuages. Il faudra aussi faire attention aux vents qui vont se lever avec des rafales de 60 km/h. Pour cette nuit, possibilité d'averses de neige. Il va faire -11 à Jonquière, Labbé et Chicoutimi. Pour Allemand, ça sera un peu plus froid avec -12. Sinon, demain, on peut s'attendre à un beau soleil et ce n'est pas un poisson d'avril. À Saguenay, le mercure va atteindre -3 degrés. Pour Allemand, il faudra s'habiller plus chaudement puisqu'on attend -6. Et malheureusement, cette éclaircie-là ne durera pas dans le temps puisque la semaine prochaine, les jours seront dominés par des nuages avec une alternance de pluie et de neige. Cependant, le mercure va passer la barre du 0 pour tout le restant de la fin de la semaine. On va même voir une température de 5 ce dimanche. Merci Antoine. C'est ce qui complète ce dernier web journal de la Pige en direct. Merci d'avoir été avec nous et un gros merci à toute l'équipe de production, à nos enseignantes et à Joël à la réalisation.
On passe maintenant le flambeau au prochain finissant en journalisme. Passez une bonne soirée.